Depuis 5 ans, il n'y a que Yann et moi. La grossesse de ma femme n'a pas été facile. Nous avons eu plusieurs alertes et des moments critiques à cause de problèmes de santé qu'elle avait depuis toujours. Tous les médecins qu'elle avait consultés lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. Elle gardait le sourire et plaisantait en disant qu'elle adopterait une portée entière de chiots à la place. Mais quand elle y pensait sans savoir que je la regardais, sa vraie peine se lisait sur son visage. Elle adorait les enfants, et l'idée de ne pas pouvoir en avoir était déchirante pour elle. Nous avions évidemment envisagé d'autres options, l'adoption, la famille d'accueil. Tout y est passé, et nous avons étudié toutes les possibilités. Nous avions même un rendez-vous prévu avec une agence d'adoption lorsqu'un miracle s'est produit. Ce miracle, c'était Yann. Contre toute attente, Hélène est tombée enceinte. Ses médecins étaient perplexes. Cela aurait dû être impossible, mais nous voilà soudain à discuter de la transformation de notre deuxième chambre en chambre de bébé et à planifier comment réorganiser nos horaires de travail pour qu'il y ait toujours l'un de nous à la maison avec le bébé. Les complications ont commencé environ 4 mois après le début de la grossesse. Il semblait que nous allions à l'hôpital toutes les quelques semaines, pour des tests ou des procédures. Hélène a été incroyable pendant tout ce temps. Je me comportais comme un fou, angoissé par le moindre détail, mais elle restait allongée dans ce lit d'hôpital inconfortable, caressant son ventre qui s'arrondissait et souriant. Elle me disait qu'elle savait que tout s'arrangerait à la fin et que tous ces problèmes n'étaient que de petits obstacles sur la route. Elle a accouché prématurément, quelques jours seulement après la 31e semaine. Elle est entrée dans la cuisine en marchant de manière un peu pataude et m'a dit d'un ton très calme et pragmatique que le bébé arrivait. Je m'apprêtais à me coucher, donc, avec le même sang-froid, elle a récupéré le sac que nous avions préparé des semaines plus tôt et les clés de la voiture pendant que je m'habillais frénétiquement et que je prenais les quelques objets nécessaires qui n'étaient pas encore dans le sac. 6 heures plus tard, Yann est né. Il était si petit que j'ai senti mon cœur se serrer lorsqu'il est apparu. Le médecin l'a immédiatement emmené vers une table chauffante où lui et une infirmière ont commencé à s'occuper de lui. Une deuxième infirmière m'a empêché de m'approcher de trop près pour ne pas gêner. L'agitation a soudainement cessé et le son le plus merveilleux a rempli la pièce. Notre fils s'est mis à pleurer. Le médecin m'a informé que, vu sa taille, Yann devrait passer quelques semaines à l'unité de soins intensifs pour nouveau-né, mais que, d'après ce qu'il pouvait voir, l'enfant irait bien. Je me souviens m'être senti tellement soulagé que j'ai dû poser une main sur le pied du lit pour me stabiliser. Mes doigts venaient à peine de toucher le plastique que l'alarme du moniteur d'Hélène s'est déclenchée. Yann et moi l'avons perdu en moins d'1 heure. Ce n'était pas de la faute du personnel de l'hôpital, et rien n'aurait pu être évité. Le stress du travail et de l'accouchement avait été trop fort pour elle, et elle avait souffert d'une hémorragie massive. Le personnel a fait de son mieux pour la sauver, mais ce n'était tout simplement pas possible. Elle n'a même jamais pu tenir Yann dans ses bras avant de nous quitter. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire mon deuil. J'étais désormais un père célibataire, et la seule chose qui comptait, c'était ce tout petit bébé en soins intensifs. Les semaines qui ont suivi, je me rendais au travail, je faisais ma journée, puis je rentrais immédiatement à l'hôpital pour m'asseoir avec Yann toute la nuit avant de recommencer. Peu de temps avant qu'il ne sorte de l'hôpital, j'ai trouvé un poste dans une nouvelle entreprise. C'était moins bien payé, mais cela me permettait de travailler de chez moi. Sans vraiment de soutien familial, je devais être là pour lui à tout moment. Après tout, il n'y avait plus que lui et moi. Je regrette tellement qu'Hélène ne puisse pas voir cet enfant incroyable que nous avons fait ensemble. Il est aimant, énergique, frustrant, déconcertant et bien plus encore. Il est tout ce que nous aurions pu espérer et bien plus. Il a aussi une imagination très fertile pour son âge, ce qui est en partie la raison pour laquelle je ne l'ai pas cru quand il m'a dit pour la première fois que quelque chose lui rendait visite pendant la nuit. Il a fallu du temps pour en arriver là, mais nous avons pris un rythme pour chaque soirée. Nous dînons ensemble, passons environ 1 heure à courir dehors s'il fait beau ou à jouer à l'intérieur s'il ne fait pas beau, puis Yann prend son bain et se couche pour la nuit. Cette routine est censée se terminer vers 20 heures chaque soir, mais si vous avez des enfants, vous savez qu'aucune routine n'est infaillible. La première nuit où il a eu de la visite, je n'ai réussi à le mettre au lit que vers 21 heures. J'étais en train de travailler à mon bureau quand j'ai entendu Yann m'appeler. J'ai honte d'admettre que ma première réaction a été de me sentir irrité. Normalement, quand il m'appelait comme ça, c'était pour essayer d'avoir un dernier verre d'eau ou pour me dire qu'il n'était pas fatigué et ne pouvait pas s'endormir. Cela arrivait au moins 2 fois par semaine. Je disais que j'avais un enfant incroyable, mais pas un qui n'était pas sujet aux tendances habituelles d'un enfant de 4 ans.
Quand il a immédiatement crié une deuxième fois, cependant, je me suis levé et j'ai poussé ma chaise si fort qu'elle est tombée. Il y avait de la panique dans sa voix. Je me suis dépêché de monter le petit escalier jusqu'au deuxième étage et j'ai ouvert sa porte d'un coup, ma main se dirigeant immédiatement vers l'interrupteur. Yann était assis dans son lit avec des larmes qui coulaient sur son visage. La jambe gauche de son pyjama était relevée, et ses mains étaient appuyées sur sa peau. Les draps et la couette de son lit étaient par terre. Son oreiller était à moitié sur le matelas. Je me suis précipité vers lui et me suis agenouillé à côté de son lit, en baissant la barrière de sécurité en même temps. Il a immédiatement jeté ses bras autour de mon cou et s'est mis à pleurer plus fort. Les sanglots étaient si intenses qu'il s'est mis à tousser de manière incontrôlable. Je l'ai décroché de moi et je l'ai tenu sur mes genoux pour qu'il puisse reprendre son souffle. Nous sommes restés là longtemps, il pleurant et reniflant bruyamment, et moi, lui caressant doucement les cheveux en lui disant que tout allait bien. Quand il s'est enfin calmé, je l'ai assis sur le bord de son lit et j'ai retiré ses mains de sa jambe. Il y avait 3 longues égratignures qui couraient sur la peau. Elles n'étaient pas profondes, mais il y avait quelques petites perles de sang. Je lui ai demandé doucement ce qui s'était passé. Il est resté silencieux. J'ai redemandé, et cette fois il a levé la tête pour me regarder dans les yeux. « Papa Nuit m'a fait mal », m'a-t-il dit d'une toute petite voix. Je l'ai regardé, confus. Je ne sais pas ce que je m'étais attendu à ce qu'il dise, mais certainement pas ça. « Papa Nuit, ai-je demandé doucement. Comme ce que je te dis le soir avant que tu ailles dormir ? Papa Nuit, a répété Yann, plus fermement cette fois. Il m'a griffé. Comme le méchant chat. Juste après son 3e anniversaire, il s'était fait griffer par le chaton d'un voisin en essayant de jouer avec lui. Les griffes avaient même percé la peau, mais l'incident l'avait marqué. Je suis désolé, mon grand, je ne comprends pas. Tu veux dire que Papa Nuit est un chat ? Pas un chat. Papa Nuit est un monstre, papa. Il m'a fait mal. J'ai de nouveau regardé les égratignures. Elles étaient évidemment réelles, mais tout aussi évidemment, elles n'avaient pas été causées par un monstre. Quelque chose d'autre s'était passé. Je tiens à préciser que je n'ai jamais pensé une seconde que Yann me mentait. Bien sûr, il était sujet à l'occasion à un mensonge, comme n'importe quel jeune enfant, mais il ne me mentait jamais sur des choses importantes. De plus, il était trop effrayé pour inventer une histoire. Prenant Yann dans mes bras, je l'ai porté dans la salle de bain et j'ai sorti la trousse de premier secours de l'armoire. En m'asseyant sur les toilettes et en le manœuvrant sur mes genoux, je me suis frappé le front mentalement. Les dernières nuits, j'avais oublié de lui couper les ongles quand je lui avais donné son bain. Il avait dû se griffer dans son sommeil. Cela l'avait réveillé, et son esprit encore à moitié endormi avait dû interpréter toute l'affaire comme une attaque de monstre. J'ai rapidement pansé les égratignures avant de lui couper les ongles avec un petit coupe-ongles argenté. Il s'était calmé à ce moment-là, et je lui ai fait un câlin avant de le ramener dans sa chambre. Mais quand j'ai voulu le remettre au lit, il s'est accroché à moi si fort que j'ai failli basculer en avant. Il a absolument refusé de dormir dans sa chambre cette nuit-là. Nous avons fini par nous endormir ensemble sur le canapé en bas, et au moment où le soleil s'est levé, il était redevenu lui-même. Les événements de la nuit précédente semblaient avoir été oubliés. C'était un samedi, et comme je ne travaillais pas le week-end, j'ai emmené Yann dans un parc d'État local. Nous avons passé toute la journée à jouer sur l'aire de jeu et à barboter dans le lac. Quand nous avons quitté le parc pour rentrer à la maison, nous étions tous les deux épuisés. Il s'est endormi dans son siège auto à quelques minutes de la maison. Je l'ai porté à l'intérieur et jusqu'à son lit. Il est resté inconscient pendant tout le processus. J'avais prévu de le laisser dormir pendant 1 heure environ. Il devait encore dîner, et je savais que s'il faisait la sieste trop longtemps, il serait presque impossible de le coucher ce soir-là. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis affalé dans un fauteuil pour profiter du silence momentané. Ce silence n'a pas duré longtemps. Il a été brisé par les cris de Yann. Ce n'était pas un cri ou une plainte comme la nuit précédente. C'était un hurlement, rempli de douleur et de terreur. J'ai crié son nom en sautant les escaliers et en faisant irruption dans sa chambre. Yann était assis par terre, son pouce dans la bouche et les yeux larmoyants. Il se balançait lentement d'avant en arrière. Il a levé les yeux vers moi avec une expression vide, comme s'il savait que j'étais là mais que ma présence ne signifiait rien pour lui. Je l'ai soulevé, et en le faisant, j'ai senti quelque chose de chaud et d'humide sur ma main. Je l'ai retiré de son dos et j'ai vu qu'il y avait du sang sur mes doigts. Comme la nuit d'avant, je l'ai porté dans la salle de bain et j'ai allumé la lumière.
J'ai immédiatement vu son dos se refléter dans le miroir au-dessus du lavabo, et j'ai eu l'impression que de la glace coulait dans mes veines. Des morceaux de sa chemise étaient déchirés, et les lambeaux qui restaient étaient rouges de sang. J'ai posé Yann sur le comptoir et j'ai soulevé la chemise au-dessus de sa tête. Il était insensible pendant tout le processus, et la partie de moi qui réfléchissait encore clairement se demandait s'il était en état de choc. Sur son dos se trouvaient 3 coupures, chacune espacée à peu près de la même distance que les égratignures sur sa jambe. Celle-ci était beaucoup plus profonde, cependant, et elle saignait abondamment. Je les ai pansées aussi vite que j'ai pu avant de le ramener en bas et dehors jusqu'à la voiture. Les coupures étaient trop importantes pour mes compétences de base en premier secours. Il avait besoin d'un médecin. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été une torture. J'ai rembourré son siège auto autant que possible avec une couverture pour essayer de soulager la pression sur son dos, mais il s'est mis à hurler de douleur avant même que nous ayons fait beaucoup de chemin. Sachant pertinemment que c'était illégal, je me suis garé sur le côté, je l'ai détaché et je l'ai installé sur le siège passager, assis de côté, avant de retourner à ma place et de continuer à conduire. Peut-être que c'était une mauvaise décision. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas supporter de le voir dans une telle agonie. L'infirmière derrière le bureau des urgences nous a immédiatement fait signe d'entrer quand elle a vu le dos de Yann à travers la vitre. Elle est partie chercher un médecin pendant que je le posais délicatement sur un brancard à proximité. Je l'ai serré dans mes bras du mieux que je pouvais sans toucher son dos et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Je sais que ça fait mal, mon petit, mais je dois te demander quelque chose, lui ai-je dit en lui faisant un sourire rassurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Nuit, a-t-il répondu immédiatement d'un ton pragmatique. Papa Nuit m'a fait mal. Je n'ai pas eu le temps de l'interroger davantage. Le médecin est arrivé, après avoir jeté un coup d'œil au dos de Yann, a dit à une infirmière de l'emmener dans une salle d'examen voisine. J'ai voulu suivre, mais le médecin m'a dit qu'il pensait qu'il valait mieux que j'attende dehors. Ses yeux regardaient derrière moi pendant qu'elle parlait, et quand j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu qu'elle regardait un agent de sécurité debout au bout du couloir. Si j'avais réfléchi clairement, j'aurais compris ce qui se passait, mais à ce moment-là, j'étais trop inquiet pour Yann pour comprendre ce que ce regard signifiait. Le médecin est entré dans la salle d'examen pendant que l'infirmière ressortait. Elle a posé sa main sur mon bras et m'a doucement éloigné de la porte. J'ai protesté, bien sûr, mais elle m'a clairement fait comprendre que je devais l'accompagner et répondre à quelques questions avant de pouvoir voir Yann. Elle a commencé par me demander s'il y avait des animaux domestiques ou des animaux à la maison, ce à quoi j'ai répondu que non. Elle a ensuite demandé si nous avions été avec quelqu'un d'autre au moment où ces blessures s'étaient produites. Quand je lui ai dit que non, elle a enchaîné en demandant si j'avais bu ce jour-là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Le personnel de l'hôpital essayait de déterminer si j'étais celui qui avait blessé mon fils. À un moment donné de la conversation, un homme en costume gris est entré dans le couloir et s'est arrêté à côté de nous. Il s'est présenté comme un travailleur social et a déclaré que son travail était de s'assurer que Yann était en sécurité et qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Il a posé ses propres questions, et j'y ai répondu du mieux que j'ai pu, mais j'étais sûr qu'il ne me croyait pas vraiment. Cela n'a pas aidé que je ne puisse pas lui dire ce qui s'était passé, car je n'en avais aucune idée moi-même. Quelque temps plus tard, le médecin est ressorti de la pièce et m'a informé que si l'une des coupures était assez superficielle pour être pansée, les 2 autres avaient nécessité des points de suture. Dire que j'étais furieux serait un euphémisme. Je n'étais pas contrarié qu'elle ait fait ce qui était médicalement nécessaire. J'étais en colère d'avoir été tenu à l'écart de la pièce pendant tout ce temps au lieu d'être là pour le réconforter pendant la procédure. Elle est restée là, calmement, pendant que je criais, et une fois que j'ai eu vidé mon sac et que je me suis calmé, elle m'a dit qu'elle recommandait que Yann reste à l'hôpital pour la nuit pour observation. Après avoir pris une profonde respiration, j'ai demandé aussi calmement que possible si je pourrais rester avec lui. Elle n'a pas répondu, mais le travailleur social l'a fait. Il m'a dit d'un ton clairement travaillé que, en raison de la nature des blessures, il allait prendre Yann sous sa garde pour la nuit pendant qu'il s'efforçait de déterminer la nature des blessures. Son ton était peut-être agréable et mesuré, mais l'implication derrière ces mots était très claire. « Vous pensez que j'ai fait du mal à Yann ?» ai-je dit, refoulant une deuxième vague de colère. « Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Si vous pensez une seconde que je vais vous laisser ?»« Ça suffit » a claqué le travailleur social, me coupant. Vous devez vous arrêter là. Je n'ai pas déterminé si je pense que vous avez fait ça ou non.
Je dirais que j'ai rencontré beaucoup de pères violents dans ma carrière, et vous ne me semblez pas en être un. J'ai cependant des politiques et des protocoles que je dois suivre. Ce qui est le mieux pour toutes les personnes impliquées est que vous rentriez à la maison pour la nuit, que vous dormiez un peu et que vous me laissiez faire mon travail afin que nous puissions laisser cela derrière nous. Il m'avait pris au dépourvu. Je l'ai regardé pendant un long moment avant d'hocher la tête une fois. Tout ce que je ferais en dehors de ce qu'il me disait de faire ne ferait que compromettre ma situation. Et même si l'idée d'être séparé de Yann pour une nuit me rendait malade, l'idée qu'il soit emmené définitivement était bien pire. J'ai hoché la tête à nouveau et il m'a tapoté le bras. Il m'a dit de revenir le matin et de lui demander à la réception avant de se tourner pour entrer dans la salle d'examen. Alors qu'il ouvrait la porte, j'ai clairement entendu Yann m'appeler. J'ai quitté l'hôpital avec le sentiment que mon monde entier était en train de brûler sous mes yeux. Je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement marché jusqu'à la chambre de Yann. J'étais déterminé à comprendre ce qui lui était arrivé. Les égratignures sur sa jambe pouvaient s'expliquer par le fait qu'il se les était faites en dormant, mais les coupures sur son dos étaient une autre affaire. Il n'aurait pas pu atteindre cette partie de son corps. Même s'il l'avait pu, il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu faire des marques aussi profondes. Quelque chose d'autre s'était passé. Je l'ai éloigné de son dos et j'ai vu qu'il y avait du sang sur mes doigts. Comme la nuit précédente, je l'ai porté dans la salle de bain et j'ai allumé la lumière. J'ai immédiatement vu son dos se refléter dans le miroir au-dessus du lavabo, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait versé de la glace dans les veines. Des morceaux de sa chemise étaient déchirés, et les lambeaux qui restaient étaient rouges de sang. J'ai posé Yann sur le comptoir et j'ai soulevé la chemise au-dessus de sa tête. Il n'a pas réagi pendant tout le processus, et la partie de moi qui pensait encore clairement se demandait s'il était en état de choc. Sur son dos, il y avait 3 coupures, chacune espacée à peu près de la même distance que les griffures sur sa jambe. Celle-ci était beaucoup plus profonde, cependant, et elle saignait abondamment. Je les ai bandées aussi vite que j'ai pu avant de le descendre et de le ramener à la voiture. Les coupures étaient trop importantes pour mes compétences de base en premier secours. Il avait besoin d'un médecin. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut une torture. J'ai autant que possible rembourré son siège auto avec une couverture pour essayer d'atténuer la pression sur son dos, mais il a commencé à crier de douleur avant que nous ne soyons très loin. Sachant pertinemment que c'était illégal, je me suis garé, je l'ai détaché et je l'ai installé sur le siège passager, assis de côté, avant de me remettre au volant et de continuer à rouler. C'était peut-être une mauvaise décision. Honnêtement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir comme ça. L'infirmière derrière le bureau des urgences nous a immédiatement fait signe d'entrer lorsqu'elle a vu le dos d'Yann à travers la fenêtre. Elle est partie en courant chercher un médecin pendant que je le posais délicatement sur un brancard à proximité. Je l'ai serré aussi fort que j'ai pu sans toucher son dos et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Je sais que ça fait mal, mon grand, mais je dois te demander quelque chose, lui ai-je dit, en lui offrant un sourire rassurant. Que s'est-il passé? Bonne nuit, a-t-il répondu immédiatement d'une voix neutre. Bonne nuit m'a fait mal. Je n'ai pas eu le temps de lui poser d'autres questions. Le médecin est arrivé, et elle a jeté un coup d'œil au dos d'Yann avant de dire à une infirmière de le conduire dans une salle d'examen voisine. J'ai voulu la suivre, mais le médecin m'a dit qu'elle pensait qu'il valait mieux que j'attende dehors. Ses yeux regardaient au-delà de moi pendant qu'elle parlait, et lorsque j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu qu'elle regardait un agent de sécurité se tenant à l'autre bout du couloir. Si j'avais eu l'esprit clair, j'aurais compris ce qui se passait, mais à ce moment-là, j'étais trop inquiet pour Yann pour saisir la signification de ce regard. Le médecin est entré dans la salle d'examen tandis que l'infirmière en ressortait. Elle a posé sa main sur mon bras et m'a doucement éloigné de la porte. J'ai protesté, bien sûr, mais elle a clairement fait savoir que je devais l'accompagner et répondre à quelques questions avant de pouvoir voir Yann. Elle a commencé par me demander s'il y avait des animaux domestiques ou des animaux dans la maison, ce à quoi j'ai répondu que non. Elle a ensuite demandé si nous avions été avec quelqu'un d'autre lorsque ces blessures s'étaient produites. Lorsque je lui ai dit que non, elle a enchaîné en demandant si j'avais bu ce jour-là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Le personnel de l'hôpital essayait de déterminer si c'était moi qui avais blessé mon fils. À un moment donné de la conversation, un homme en costume gris est entré dans le couloir et s'est arrêté à côté de nous. Il s'est présenté comme un travailleur social, et a déclaré que son travail était de s'assurer qu'Yann était en sécurité et qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Il a posé sa propre série de questions, et j'y ai répondu du mieux que je pouvais, mais j'étais certain qu'il ne me croyait pas vraiment.
Le fait que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé, car je n'en avais moi-même aucune idée, n'aidait pas. Quelque temps plus tard, le médecin est ressorti de la pièce et m'a informé que si l'une des coupures avait été suffisamment superficielle pour être bandée, les deux autres avaient nécessité des points de suture. Dire que j'étais furieux est un euphémisme. Je n'étais pas contrarié par le fait qu'elle ait fait ce qui était médicalement nécessaire. J'étais en colère d'avoir été tenu à l'écart de la pièce pendant tout ce temps au lieu d'être là pour le réconforter pendant le processus. Elle est restée là, calme, pendant que je criais, et une fois que j'ai eu vidé mon sac et que je me suis calmé, elle m'a dit qu'elle recommandait qu'Yann reste à l'hôpital pour la nuit en observation. Après avoir pris une grande inspiration, j'ai demandé aussi calmement que possible si je pourrais rester avec lui. Elle n'a pas répondu, mais le travailleur social l'a fait. Il m'a dit d'un ton manifestement rodé qu'en raison de la nature des blessures, il allait prendre Yann sous sa garde pour la nuit pendant qu'il travaillait à déterminer la nature des blessures. Son ton était peut-être agréable et mesuré, mais l'implication derrière ces mots était très claire. « Vous pensez que j'ai blessé Yann ?» ai-je dit, refoulant une seconde vague de colère. « Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Si vous pensez une seule seconde que je vais vous laisser. »« Ça suffit » a claqué le travailleur social, me coupant la parole. « Il faut que vous vous arrêtiez là. Je n'ai pas encore déterminé si je pense que c'est vous qui avez fait ça. Je dirais que j'ai rencontré beaucoup de pères violents dans ma vie, et vous ne me donnez pas cette impression. J'ai des politiques et des protocoles que je dois suivre, cependant. Ce qu'il y a de mieux pour toutes les personnes impliquées, c'est que vous rentriez chez vous pour la nuit, que vous dormiez, et que vous me laissiez faire mon travail pour que nous puissions passer à autre chose. » Il m'avait pris au dépourvu. Je l'ai fixé longuement avant d'acquiescer une fois. Tout ce que je ferais, en dehors de ce qu'il m'avait dit, ne ferait que compromettre ma situation, et même si l'idée d'être séparé d'Yann pour une nuit me rendait malade, l'idée qu'il soit enlevé de manière permanente était bien pire. J'ai de nouveau acquiescé et il m'a tapoté le bras. Il m'a dit de revenir le matin et de le demander à l'accueil avant de se tourner pour entrer dans la salle d'examen. Alors qu'il ouvrait la porte, j'ai clairement entendu Yann m'appeler. J'ai quitté l'hôpital avec l'impression que mon monde entier était en train de brûler sous mes yeux. Je suis rentré à la maison et j'ai immédiatement marché jusqu'à la chambre d'Yann. J'étais déterminé à comprendre ce qui lui était arrivé. Les griffures sur sa jambe auraient pu être expliquées par le fait qu'il se les était faites dans son sommeil, mais les coupures sur son dos étaient une autre affaire. Il n'aurait pas pu atteindre cette partie de son corps. Même s'il l'avait pu, il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu faire des marques aussi profondes. Quelque chose d'autre s'était passé. Ma sensation de soulagement ne fut que de courte durée. Bonne Nuit commença à pousser sa tête plus fort. Son visage s'étira vers l'arrière alors que la tête commençait lentement à se frayer un chemin. C'était comme regarder du caoutchouc être forcé à travers un trou. « Bonne nuit » a-t-il sifflé, la voix sortant déformée à travers les lèvres étirées. Je devais partir, et je devais le faire rapidement. Chaque seconde, une partie supplémentaire de la tête du monstre passait à travers l'embrasure de la porte, et il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne soit libéré des confins de la pièce. Ignorant mes courbatures et mes douleurs, je me suis forcé à me mettre debout. Ma tête tournait, et encore une fois j'étais sûr que j'allais m'évanouir, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rester à peine conscient. Le visage de Bonne Nuit était presque entièrement passé par la porte maintenant. J'ai trébuché dans le couloir et me suis plaqué contre le mur d'en face, face à la créature. En étant aussi prudent que possible, je suis passé devant lui, sentant son souffle chaud sur moi pendant que je le faisais. C'est n'en était qu'à quelques centimètres de mon corps. J'ai franchi l'étroite ouverture et me suis précipité dans les escaliers. Mon pied a trébuché sur la dernière marche. Ce n'était pas suffisant pour me faire perdre complètement l'équilibre, mais cela m'a fait trébucher, et je suis tombé en avant de basculer par-dessus le côté du canapé. Ma tête a heurté l'un des accoudoirs. J'ai dû m'évanouir. Je ne me souviens pas de l'avoir fait, mais la chose suivante dont je me suis souvenu, c'était le son de coups qui me réveillait. Je me suis assis sur le canapé et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait, car le pire mal de tête que j'ai jamais eu m'a accueilli. Les coups ont continué. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Je me suis levé et j'ai fait 2 pas vers la porte avant de me souvenir de ce qui s'était passé. J'ai levé les yeux vers les escaliers, m'attendant à voir Bonne Nuit se faufiler dans le couloir vers moi, mais la créature était partie. Encore un peu étourdi et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai continué vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Debout de l'autre côté se trouvait un grand homme en uniforme de police.
Il tenait un presse-papier sous son bras et un stylo dans une main. Il m'a fait un signe de tête, mais n'a pas souri. Il m'a demandé mon nom, et je le lui ai donné. Il m'a informé qu'il était là à la demande du travailleur social de l'hôpital, et qu'il aimerait inspecter la chambre de mon fils. Je me suis décalé sur le côté et l'ai laissé entrer dans la maison. J'ai fermé la porte derrière lui et je l'ai conduit à l'étage. Je ne voulais pas m'approcher du deuxième étage après ce que j'avais vécu, mais si je ne me conformais pas à sa demande, cela aurait sans aucun doute un impact sur mes chances de récupérer Yann dès que possible. Je l'ai conduit à la porte de la chambre encore ouverte et nous sommes entrés. Bonne Nuit n'était pas là, bien sûr. L'officier a retiré le presse-papier de sous son bras et m'a posé quelques questions, et j'y ai répondu du mieux que je pouvais. Il a griffonné quelques notes sur le papier pendant que je parlais. Apparemment satisfait de mes réponses, il s'est ensuite mis à genoux et a examiné la barrière de sécurité qui longeait les côtés du lit d'Yann. « Avez-vous fait quelque chose dans cette pièce depuis que vous avez emmené votre fils à l'hôpital ?» a demandé l'officier. J'ai regardé autour de moi pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, lui ai-je dit. « D'accord, mais avez-vous changé les draps de lit ou quelque chose comme ça ?»« Quoi ? Non. J'ai juste déplacé des choses et je les ai remises en place. Je n'ai pas changé les draps. » L'officier a hoché la tête. « Eh bien, il semble que M. Eaton avait raison. »« Monsieur Eaton ? Le travailleur social a signé à votre fils. Vous voyez ici ? Il n'y a pas de sang sur les draps, mais il y a 3 traînées le long de la barrière de sécurité. Elles correspondent à l'emplacement des montants sur la barrière. Monsieur Eaton pense que votre fils a essayé de sortir du lit alors qu'il était encore inconscient et a glissé par-dessus la barrière. Il a dû attraper les montants juste comme il faut à travers le tissu, et ils l'ont blessé. Un gamin adorable, d'ailleurs. Il a dit qu'il faisait bonne nuit et que son dos a commencé à avoir mal quand il est sorti du lit. Eaton a fait le lien à partir de là. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La théorie était fausse, et les mots d'Yann avaient été complètement mal interprétés. Les traces de sang et l'espacement des montants de la barrière n'étaient qu'une pure coïncidence. Tout fonctionnait complètement en ma faveur, cependant. Tant mieux, a-t-il continué. S'il n'avait pas compris ou si j'avais trouvé quelque chose pour lui prouver le contraire ici, nous aurions une conversation très différente en ce moment. Apparemment satisfait de tout, l'officier est parti et est retourné à sa voiture. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il s'éloignait et descendait la rue. Le soleil commençait à se lever au-dessus des arbres, et je pouvais entendre la famille de rouge-gorge dans l'arbre de la cour avant gazouiller. J'ai décidé que c'était assez tôt le matin pour aller à l'hôpital et récupérer mon fils. Cela s'est passé plus facilement que je ne m'y attendais. Le travailleur social m'a fait remplir quelques papiers rapidement afin qu'ils aient mes déclarations pour le dossier, et après cela, il m'a conduit à une chambre de patient de l'autre côté de l'hôpital. Il avait à peine ouvert la porte pour moi qu'Yann est venu en courant vers moi pieds nus avec sa petite blouse d'hôpital flottant derrière lui et a pratiquement sauté dans mes bras. Il m'a serré fort, faisant attention à éviter les bandages blancs qui couvraient ses coupures suturées, je l'ai serré en retour. Nous sommes restés là pendant ce qui a semblé une éternité, moi pleurant et lui me racontant son séjour à l'hôpital. C'était il y a 2 mois. La maison dans laquelle j'ai élevé Yann est actuellement en vente, et mon agent immobilier me dit qu'il y a un certain nombre de personnes intéressées, même si elle n'a pas été mise en vente depuis très longtemps. Un marché de vendeurs, comme elle l'appelle. Je n'y suis retourné que 2 fois depuis cette nuit-là, une fois pour prendre nos vêtements et d'autres articles nécessaires, et une fois pour emballer le reste de nos affaires et les mettre en garde-meuble. Les 2 fois, c'était en milieu de journée, et à chaque fois, je m'arrangeais pour qu'Yann reste avec quelqu'un au lieu de m'accompagner. Nous vivons dans un hôtel de l'autre côté de la ville. Mon plan à long terme est que nous déménagions loin, peut-être jusqu'à la côte. Je veux mettre autant de distance que possible entre nous et cet endroit. La semaine dernière, j'ai lu un article de journal dans le journal local sur un officier qui a tué sa femme. Selon le rapport, il avait dit qu'il venait de s'assoupir une nuit lorsqu'un monstre géant est apparu dans sa chambre. Il avait attrapé l'arme qu'il gardait dans sa table de nuit et avait tiré 5 coups sur elle. Le monstre a disparu, mais sa femme entrait dans la pièce à ce moment-là, et 2 des balles l'ont touché, la tuant presque instantanément. Personne ne l'a cru, bien sûr. Comment aurait-il pu ? C'était une histoire ridicule. Il semblait si convaincu de dire la vérité qu'une évaluation psychologique a été ordonnée avant que des accusations formelles ne soient portées. 3 jours plus tard, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Pas seulement mort, mais presque décapité.
La police est déconcertée. Il était seul dans sa cellule, et il n'y avait rien qu'il aurait pu utiliser pour se faire ça. Les gardes pensent que l'un des autres prisonniers est entré et a fait le travail. Les anciens flics n'ont pas beaucoup d'amis en prison, après tout. Ils ne savent pas comment expliquer comment un prisonnier aurait pu entrer dans la cellule et causer autant de dégâts sans alerter personne. C'était le même officier qui était venu chez moi. Je sais ce qui lui est arrivé. C'était la même chose qui est presque arrivée à mon fils et à moi-même. C'était bonne nuit. Je pense que j'ai compris le phénomène d'apparition et de disparition de la créature. J'étais sur le point de devenir inconscient les 2 fois où je l'ai vu. La première fois, j'étais presque endormi, et la deuxième fois, j'essayais de ne pas m'évanouir. Quand je me suis vraiment évanoui, il ne m'a pas fait de mal. L'officier a dit dans sa déclaration qu'il s'endormait lorsqu'il a vu le monstre dans sa chambre. Je pense que bonne nuit existe dans ce moment si bref entre l'éveil et le sommeil. Lorsque vous entrez dans ce moment, vous pouvez le voir, et il peut vous regarder en retour. Ou peut-être que je me trompe et qu'il est toujours là, à regarder et à attendre jusqu'à ce qu'il puisse venir vous chercher dans ce court laps de temps où votre monde et le sien sont connectés. Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Je doute que je les aurai un jour. Savoir exactement ce qu'Yann avait traversé pourrait fournir plus d'informations, mais cela n'a pas d'importance. Je refuse de lui poser des questions à ce sujet. Il dort maintenant toute la nuit, ses blessures étant pour la plupart guéries, et je ne vais pas remuer de mauvais souvenirs qui ne pourraient que le blesser. Il mérite d'être en sécurité et protégé des choses à la fois naturelles et surnaturelles. Il a déjà assez souffert. J'ai peur qu'il en traverse encore plus avant que tout cela ne soit terminé. La nuit dernière, alors que je le regardais dormir sur le lit dans notre chambre d'hôtel, j'ai commencé à m'assoupir dans la chaise inconfortable dans le coin de la pièce. J'étais sur le point de m'endormir lorsque j'ai entendu quelque chose à travers la fenêtre envers à ma droite. C'était faible, comme si cela venait de très loin, mais je l'ai immédiatement reconnu. « Bonne nuit » a appelé la voix rauque dans l'obscurité. Je me suis réveillé en sursaut et je me suis immédiatement levé pour commencer à emballer nos affaires, en faisant attention à ne pas réveiller Yann pendant que je le faisais. Il avait besoin de son repos. Nous allions être sur la route pendant très, très longtemps.